Et l'invité ce matin, Patrick Caner, sénateur PS du Nord et président du groupe socialiste au Sénat. Bonjour Patrick Caner. Bonjour Monsieur Roger. Les déserts médicaux, la bataille autour de l'Agirc-Arrco cette nuit au Sénat, et puis ça continue, l'inflation, la COP27, les élections américaines avec le nouveau duel Biden-Trump, et puis les socialistes. Est-ce qu'il existe une autre voie que l'accord avec la NUPES? On va essayer de voir tout ça. Dites-moi d'abord Patrick Caner, est-ce que c'est un petit peu plus calme au Sénat qu'à l'Assemblée nationale? Le Sénat où vous allez étudier le budget de la Sécu qui a mis le feu aux poudres avec le 49.3 et les motions de censure. Écoutez, nous n'avons pas de 49.3 possible au Sénat, c'est-à-dire 49.3 pour nos auditeurs, c'est finalement le droit pour le gouvernement, le droit constitutionnel, de pouvoir priver de débat l'Assemblée nationale par une décision unilatérale de l'exécutif. Donc nous n'avons pas cela, et donc on va pouvoir travailler jusqu'au bout, et c'est vrai que l'ambiance de travail est différente. Nous sommes moins sous les médias pendant notre travail, nous avons peut-être une ambiance relationnelle au Sénat qui fait que entre l'opposition et la majorité sénatoriale, la majorité de droite sénatoriale, eh bien, il y a une forme de respect malgré tout, même si nous sommes en désaccord. Et c'est vrai que nous pouvons de temps en temps aboutir à des solutions positives. Je pense par exemple à la loi sur les énergies renouvelables qui a été votée à une très large majorité, quasiment une unanimité. Et cela a été lié à un travail de fond qui a permis de faire évoluer les choses. Donc je crois au parlementarisme. Oui. Je ne crois pas du tout au cinéma. Et parfois, malheureusement... Là, c'est du cinéma, bien souvent, à l'Assemblée nationale, avec la NUPES d'un côté, le RN, entre guillemets, aussi de l'autre, et puis l'ensemble aussi des autres députés, nous bien sûr. Nous n'avons pas les mêmes équilibres politiques au Sénat. D'ailleurs, le Sénat ne représente pas aujourd'hui, en fait, la France en couleur politique, telle qu'elle est, en fait, aujourd'hui, honnêtement. Le Sénat représente les territoires. Voilà, c'est important qu'il y ait cette représentation, et c'est vrai que les campagnes, et j'ai beaucoup de respect pour la ruralité, sont plus représentées en proportion que les grandes villes. Mais l'intérêt, c'est justement d'avoir une représentation différente. Non, mais en couleur politique, aujourd'hui, quand on suit les élections présidentielles et les élections législatives, c'est pas tout à fait la même couleur que celle qu'on a au Sénat. Parce que vous vous basez, Monsieur Roger, sur les élections nationales, mais il y a aussi des élections locales. Oui. Et aux élections locales, socialistes et LR, aujourd'hui, sont majoritaires dans les territoires et dans les collectivités territoriales. Pas de Rassemblement national au Sénat. Pas encore. Ou alors ça m'a échappé. En tout cas, il y a un zémouriste, Monsieur Ravier, qui est Reconquête, donc proche de Zemmour, un autre d'extrême droite, mais voilà, ils sont deux, avec peut-être quelques personnes qui sont pas loin quand même de leurs idées malgré tout. Et je pense à des antivax qui se sont exprimés à l'occasion de la crise de la Covid. Parce qu'on est antivax, on est RN pour vous. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, ça je peux vous confirmer. Et dans il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, il y a des antivax RN, ça je peux vous le confirmer. Et très concrètement, nous allons voir en septembre prochain si le RN progresse à l'intérieur du Sénat au regard d'une sorte de conformité avec le vote national qui s'est exprimé aux élections législatives. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui se passe quand même autour de l'Arco? Parce que le Sénat s'est opposé plus ou moins cette nuit au transfert justement des cotisations à Agirc-Arrco vers l'URSSAF. L'Agirc-Arrco, je le rappelle, c'est une complémentaire des retraites qui concerne les salariés du privé, les cadres, et qui sert, je crois, une prestation à 13 millions de personnes. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la volonté du pouvoir, en fait, Le gouvernement a une vue très précise sur les réserves de l'Agirc-Arrco. À savoir, plus de 80 milliards d'euros qui sont disponibles, mais qui ne sont que des salaires différés. Ce sont les cotisations des salariés, les vôtres sûrement, qui sont là et qui sont bien gérés par l'Agirc-Arrco, et l'objectif n'est pas de mettre la main dessus. Et donc je pense que le Sénat a eu raison de ne pas permettre finalement une sorte de captation, pour ne pas dire plus. Donc là, vous êtes aux côtés des LR qui s'opposent principalement. Aux côtés de systèmes
de retraite qui aujourd'hui fonctionne bien, et on pourra parler éventuellement Agirc Arrco qui fonctionne bien. Agirc Arrco fonctionne bien, mais il y a d'autres caisses qui fonctionnent bien aujourd'hui, et le gouvernement est en train de vouloir faire payer son incurie en matière de gestion de la sécurité sociale par les caisses de retraite qui fonctionnent bien. Donc la réponse est non, et je pense que les sénateurs, dans leur sagesse habituelle, ont compris qu'il ne fallait pas faire ce qu'ils pourraient considérer comme vraiment une captation injuste. C'est un avertissement que vous donnez cette nuit au gouvernement, parce que pour vous c'est un scandale tout ou pas? À l'heure, Monsieur Roger, vous avez parlé du 49.3. Ce que nous faisons au Sénat peut être balayé d'un revers de main par le 49.3 à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Donc nous verrons bien. Ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement considère que le travail des sénateurs, qui est un travail d'intérêt général, avec nos différences, je le répète, eh bien, sera pris en considération par le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible que le parlementarisme soit réduit à la portion congrue de l'équilibre de nos institutions dans ce pays. Bon, donc vous êtes opposé justement à ce transfert. Vous le dites fermement. On est opposé à tout ce qui apparaîtrait comme étant une violation des systèmes qui aujourd'hui ont fait leur preuve dans notre pays. Oui, il y a un rapport aussi ce matin, une étude de l'UFC Que Choisir, très alarmiste sur les déserts médicaux en France, avec un certain nombre de chiffres. Grosso modo, il y a un accès déplorable pour un quart de notre pays, voire beaucoup plus pour les médecins. Elle lance aussi un appel au gouvernement, l'association Défense des consommateurs, ne plus permettre aux médecins de s'installer en zone surdotée, sauf quand la situation l'exige. Quelle est votre position? Alors vous savez, donnons les chiffres à nos auditeurs. Il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Il y a 8 millions ou 9 millions de Français qui ne peuvent en fait rencontrer un médecin que 2 fois par an. Bon, voilà, c'est quand même très très peu. Donc c'est tout notre système qui est en cause en raison de ces déserts médicaux. Et il est vrai il faut faire des propositions. D'ailleurs, nous allons présenter le 8 décembre une proposition de loi qui, je ne suis pas sûr, sera votée au Sénat, mais en tout cas avec des idées très simples. Premièrement, une 4e année de professionnalisation, pas d'internat, de professionnalisation pour les étudiants, c'est-à-dire ces 4000 étudiants qui seront déployés, si notre texte est voté, sur l'ensemble du territoire national pendant une 4e année. Encore une fois, pas payés au rabais, mais payés réellement avec de véritables ressources pour ces étudiants en professionnalisation. Le conventionnement sélectif, ça veut dire quoi? Ça signifie que un médecin libéral ne peut s'installer dans une zone où il y a beaucoup de médecins que si il remplace un médecin parti en retraite. Sinon, il n'a pas de conventionnement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale de son installation. Il peut s'installer, mais il ne sera pas conventionné, ce qui veut dire que les gens qui iront le voir, eh bien, ne seront pas remboursés. Et ça, c'est quand même extrêmement dissuasif. Et voilà des mesures concrètes, des mesures simples que nous voulons voir prospérer dans ce pays, parce que la médecine libérale, elle est libérale dans le principe, mais elle est quand même payée par l'État. Oui, parce que c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit l'UFC Que Choisir, supprimer les aides publiques aux médecins qui ne respectent pas aussi le tarif de la sécurité sociale? Ah, c'est une remise en cause fondamentale de ce qui existe aujourd'hui. C'est un peu jusque-boutiste, je ne vous le cache pas. Avant d'aller jusque-là, essayons des méthodes pour modifier un système qui aujourd'hui finalement privilégie toujours les mêmes. Et derrière ça, c'est l'accès aux soins qui est en cause, Monsieur Roger. Aujourd'hui, peut-être vous et moi, parce que nous sommes sûrement des personnes privilégiées en termes de revenus, on pourra se payer même un médecin, même s'il n'est pas conventionné. Par contre, celui qui est... Je suis pas sûr. Et encore, mais celui qui est pauvre, c'est impossible. Et donc, finalement, il faut retrouver les grands principes de 1945, de la sécurité de 45. Elle disait quoi, cette sécurité en 45? Elle disait payer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Payer selon ses moyens, recevoir selon ses besoins, c'est un principe qui devrait être remis au goût du jour en permanence aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez justement le gouvernement qui est contre l'amendement justement d'Horizon, plutôt leur partenaire, sur la liberté d'installation là?
le gouvernement défend souvent les mêmes, en l'occurrence, et il n'est pas très courageux sur cette question de la lutte contre les déserts médicaux. Je trouve qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement qui est plutôt dans le suivisme que dans une réaction active en la matière. Et ce qui est prévu dans la loi de sécurité sociale qui passe actuellement au Sénat, c'est simplement une 4e année d'internat, et les jeunes médecins ont raison de dire qu'ils ne veulent pas faire une nouvelle année d'études payée au rabais, comme c'est le cas en matière d'internat. Interrogeons-nous à un moment donné, Patrick Kanner, vous êtes sénateur PS du Nord, président du groupe socialiste, à l'avenir justement des socialistes. Vous êtes plutôt contre et critique sur la NUPS, cet accord global, mais alors vous préconisez quoi aujourd'hui? Alors très concrètement, moi je crois à l'union de la gauche. Vous savez, moi j'ai adhéré au PS au moment du programme commun, donc ça remonte à quelques années. Donc vous êtes d'accord pour l'union de la NUPS? Je suis pour l'union, simplement je suis pour que cette union soit utile au pays et qu'elle puisse permettre finalement à la gauche de revenir au pouvoir. Et à titre personnel, je considère que seul le Parti socialiste, qui a amené 4 fois la gauche au pouvoir sous la 5e République, 81, 88, 97, 2012, seul le PS peut être cette force centrale. Et la question qui nous est posée... Je vous ressorte les chiffres là des dernières élections. Je les connais aussi bien que vous. Je le mesure. Mais ce n'est pas parce que nous avons eu une élection qui a été très mauvaise, le 10 avril, que tout doit tourner aujourd'hui autour d'un parti dominant qui s'appelle LFI. Voilà, nous aurons d'autres échéances qui arrivent, les sénatoriales, les européennes. Moi, je crois que le Parti socialiste reste la force centrale. Et ce que j'espère, c'est que mon congrès permettra de le réaffirmer. Je ne doute pas d'ailleurs que le premier secrétaire actuel, Olivier Faure, le pense. La question, c'est non seulement de le penser, mais de le mettre en œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous soyons, en train de jouer quasiment en Ligue 2, si je prends une métaphore ou alors sportive. Vous êtes une filiale de LFI, en quelque sorte. C'est ça. Est-ce que vous êtes une filiale de LFI? Moi, je souhaite... Hélène Geoffroy, elle n'est pas loin de le dire. Moi, je souhaite l'union. Je pense que l'union est tout à fait prolifique et que nous avons d'ailleurs montré dans d'autres époques avec LFI que nous étions capables de travailler ensemble. Je pense par exemple sur le référendum sur la non-privatisation des aéroports de Paris. Donc nous avons réussi notre affaire, permettez-moi l'expression, sur le sujet. Mais une alliance stratégique sur les bases qu'il faut investiguer de LFI en matière d'Europe, en matière aussi de conception de la République, en matière de protection sociale. Nous avons des désaccords. Ils ne peuvent pas s'effacer comme ça sur un revers de table, permettez-moi l'expression, au travers d'une négociation. Et donc le congrès du PS, qui est un parti démocratique, va permettre une expression de sensibilité différente. Vous pourriez porter, vous, justement, être porteur de cette nouvelle voie ou pas? À titre personnel, je suis engagé dans cette nouvelle voie, cette voie centrale, qui est portée par, vous voyez, quelqu'un comme Mickaël Delafosse, qui s'est exprimé hier soir, le maire de Montpellier. J'en suis très heureux. En tout cas, ce que je ne veux pas, c'est un parti qui aurait un congrès bouclé d'avance. C'est-à-dire dont on connaîtrait le résultat. Eh bien, Mickaël Delafosse pourrait être le nouvel homme fort du Parti socialiste. Mickaël Delafosse nous soutient. Il est maire de Montpellier. Il a d'abord à agir à Montpellier, naturellement, mais son soutien est très important dans la dynamique que nous avons engagée. Oui, le président de la République et beaucoup au gouvernement parlent de sobriété. Vous alertez, vous faites remarquer qu'il y a eu une hausse de 12,5% des dépenses de frais de fonctionnement de l'Élysée, c'est ça? Oui, c'est vrai que nous allons étudier le budget de l'Élysée au Sénat dans le cadre de notre mission normale en termes de gestion du budget. Et on a vu des frais de fonctionnement qui ont augmenté pour les voyages diplomatiques du président de la République, pour la sécurité du président, là il n'y a pas de difficulté. Mais c'est vrai que le fonctionnement du palais lui-même a augmenté de 12,5%. Alors ce ne sont pas des sommes énormes, c'est 14 millions d'euros. Mais malgré tout, quand on prône la sobriété, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, on devrait d'abord montrer l'exemple. Balayer devant sa porte, c'est ce que vous dites à Emmanuel Macron. Et je trouve effectivement qu'à l'Élysée, on devrait être plus prudent sur les dépenses de fonctionnement. Et voilà, il faut donner des signes au pays. Ce sont quelques millions d'euros. Mais quelques millions d'euros à l'Élysée, c'est un symbole qui ne trompe pas. Les signes ne sont pas toujours donnés non plus par les socialistes. Anne Hidalgo augmente la taxe foncière de 50% à Paris. Oui, c'est aussi la question des relations entre l'État et les collectivités qui est posée. La baisse des dotations insuffisantes.
soyons très clairs, je ne suis pas élu parisien et je respecte la décision souveraine des élus parisiens. Simplement, ce que je sais, c'est que la taxe d'habitation, la taxe, foncière à Paris est de 13,5% en termes de taux. Elle va passer à 20%. Vous savez, moi, je suis lillois. Je paye une taxe foncière de 47 ou 48% de mémoire. Donc, on est encore très loin de la moyenne des grandes villes. C'est une hausse importante, mais ça montre aussi que les collectivités locales sont en train de souffrir aujourd'hui. Et vous verrez qu'au congrès des maires de France qui a lieu à Paris dans 15 jours, les maires vont avoir l'occasion de le dire à l'État. Bon, vous avez parlé lapsus taxe d'habitation, ça n'existe plus quasiment. Ça existe plus, ce qui est d'ailleurs un vrai problème. Parce que c'est une perte de recettes. Dites-moi, au jour de vote aux États-Unis, on annonce le match retour finalement Biden-Trump. Votre regard? Alors, on va renouveler toute la Chambre des représentants, le tiers du Sénat, il y a beaucoup de gouverneurs qui sont renouvelés. Ces élections de mid-terms, comme on dit aux États-Unis, c'est souvent l'occasion de rebasculer vers l'autre partie du pays sur le plan politique. Moi, j'ai très peur du retour de M. Trump. On sait ce que ça veut dire. Par exemple, un exemple très très concret, si les Républicains redevenaient majoritaires au Parlement américain, ce qui semble être annoncé aujourd'hui, eh bien, c'est moins d'aide pour l'Ukraine. Eh bien, je m'en inquiète très fortement. Bon, en attendant, avec Biden, certains disent, il y a eu la guerre en Ukraine, quoi, aussi contre la Russie. Alors, je sais pas si c'est de son fait, mais voilà. Très honnêtement, on ne peut pas accuser Biden d'avoir engagé les troupes russes en Ukraine, honnêtement. Bon, n'empêche qu'il y a quand même des forces américaines qui étaient aussi sur le terrain, quoi. Déjà, aussi avant. Un mot, Patrick Caner, dans 10 jours maintenant, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Vous êtes ancien ministre des Sports, passionné de football. Vous allez regarder ou pas? Non. Ah bon, non? Non, je ne regarderai aucun match. Voilà, ça va paraître plus que symbolique, je vous le concède. Mais vous savez, je suis tombé il y a quelques jours sur un reportage sur une grande chaîne publique sur les travailleurs népalais qui ont travaillé sur les stades, et pas que sur les stades d'ailleurs, sur les hôtels, etc. Vous savez, moi je pense à ces 6500 au minimum personnes qui sont mortes pendant ces travaux. C'est une Coupe du Monde qui est pour moi quasiment amorale. Alors je n'ai rien contre les sportifs. J'étais ministre des Sports, vous l'avez rappelé. Bah oui. Et je n'appelle pas au boycott de l'événement sportif. Par contre, j'appelle au boycott diplomatique de cette Coupe du Monde qui pour moi pose une vraie difficulté. Et à titre personnel, voilà, j'écouterai les résultats. J'écouterai les résultats. Vous allez regarder en cachette. Non, si la France va au bout. Eh bien, écoutez, vous savez, c'est comme pour la fin de la cigarette. Eh bien, je m'imposerai une totale sobriété en la matière. Et là, puisque vous parlez de sobriété, ce sera une sobriété morale. C'est une façon pour moi de dire non à ce type d'excès. Et j'espère à un moment donné que les autorités sportives internationales respecteront beaucoup plus la situation de ces personnes qui aujourd'hui sont maltraitées dans des pays qui les exploitent de manière éhontée. Merci Patrick Caner, sénateur PS du Nord et président du groupe socialiste au Sénat, qui était l'invité de Sud Radio ce matin.